Parmi les victimes de ce modèle économique, il n'y a pas que les vieux médicaments génériqués. Il y a aussi et surtout les molécules naturelles, comme les vitamines, les minéraux ou les plantes médicinales, dont l'efficacité peut pourtant être extraordinaire, sans le moindre effet indésirable. C'est le cas en particulier de la vitamine D, considérée par de nombreux scientifiques comme la vitamine de la décennie. Peu coûteuse, facile à prendre et sans effet secondaire, la vitamine D est au cœur de plus d'une quarantaine d'études scientifiques concluant à des résultats si spectaculaires pour lutter contre la Covid qu'on pourrait ne pas le croire. Comme vous allez le découvrir, la vitamine D en prévention permettrait de réduire de moitié le nombre d'infections au coronavirus. Mais ce n'est pas tout. La vitamine D en traitement aurait pu sauver la vie de milliers de malades hospitalisés. Professeur de médecine, de physiologie, de biophysique et de médecine nucléaire, le professeur Michael Holick est l'un des plus grands experts de la vitamine D dans le monde. Il est à l'origine de plusieurs études portant sur l'action de la vitamine D contre le coronavirus. Le professeur Holick nous a reçus pour partager avec nous les résultats saisissants de ses recherches et les découvertes récentes autour de la vitamine D. Nos connaissances à propos de la vitamine D ont été bouleversées ces 10 dernières années. Si son rôle est crucial pour la santé des os et le métabolisme du calcium, il l'est aussi pour de nombreuses autres fonctions biologiques, notamment la réduction des risques de maladies telles que les cancers communs, les maladies auto-immunes graves comme la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde, le diabète de type 1, mais aussi les maladies infectieuses, y compris, selon nous, la pandémie de Covid-19, mais aussi les risques de maladies cardiovasculaires, de maladies d'Alzheimer, de dépression, et la liste est encore longue. De nombreuses études ont décrit comment la vitamine D agit sur le système immunitaire. Nous avons pu observer qu'une simple prise de vitamine D permet d'agir sur 291 gènes régulant la fonction immunitaire, la mortalité cellulaire et toute une série de processus biologiques. Une de nos études a donné des résultats incroyables. Donner à une personne 600 unités de vitamine D par jour permettait de réguler 150 à 200 gènes du système immunitaire. Mais avec 4000 unités par jour, ce chiffre passait à environ 300 à 400 gènes et à plus de 1000 avec 10 000 unités par jour. C'est ce rôle majeur pour la santé et le bien-être général qui explique l'intérêt qu'elle suscite dans le monde entier. Au début de l'année 2020, lorsque l'épidémie s'abat sur le monde, le professeur Holick est convaincu que la vitamine D pourrait avoir un impact contre le coronavirus. Lorsque tout a commencé en février dernier, j'étais en Argentine pour une partie de pêche et j'ai attrapé le dernier vol pour rentrer. J'ai aussitôt écrit à mon hôpital et à d'autres personnes concernées en expliquant que cette pandémie pouvait certainement être combattue en augmentant les apports en vitamine D dans la population. De nombreuses études, dont les données de l'enquête nationale de santé américaine, ont montré qu'une amélioration du taux de vitamine D réduit les risques d'infection des voies respiratoires supérieures, dont la grippe et plusieurs virus du rhume, comme les adénovirus et les coronavirus. Nous connaissons le rôle très important de la vitamine D pour le bon fonctionnement du système immunitaire et la régulation de l'activité des cytokines. Or, l'une des principales complications de la Covid-19 est justement ce qu'on appelle l'orage cytokinique, à l'origine de nombreuses complications et de décès liés à cette infection. Il n'est donc pas surprenant qu'une amélioration du taux en vitamine D puisse contribuer à combattre cette maladie virale. Le professeur Holick n'est pas le seul à comprendre immédiatement l'intérêt exceptionnel de la vitamine D pour lutter contre la Covid. La vitamine D est absolument essentielle. Ça réduit, ça a été prouvé, les infections hivernales. Vous aurez des grippes moins fréquentes, moins fortes. Vous aurez moins de rhume. Vous aurez même moins de cancers. Il y a une très belle étude canadienne qui montrait que c'était 2 fois moins de cancer du sein chez les femmes qui avaient un taux de vitamine D suffisant par rapport à celles qui ont une carence en vitamine D. Là aussi, pourquoi n'a-t-on pas dit aux Français « Allez chez votre médecin, faites doser votre vitamine D ». C'est un complément alimentaire de base. S'il n'y en avait qu'un, ça serait celui-là peut-être.
C'est une vitamine qui est fabriquée, enfin qui est métabolisée par le soleil. Donc le soleil est important. Et pour que cette vitamine puisse avoir des effets positifs sur votre corps, il faudrait rester tous les jours, un quart d'heure à moitié à poil en plein soleil. Quand on n'a pas assez de vitamine D, le système immunitaire va réagir à l'excès. Et on sait que cet excès va causer des dégâts bien plus importants dans le cas du Covid-19 que ce qu'aurait infligé le virus. Et un poumon qui est trop attaqué et qui est l'objet d'un champ de bataille trop important va ne plus être fonctionnel et c'est comme ça que le patient va mourir asphyxié. Le problème du Covid, c'est un problème d'inflammation. Et lorsqu'on regarde les capacités anti-inflammatoires de la vitamine D, on devrait systématiquement le retrouver sur toute notre table au petit déjeuner. En France, le 22 mai 2020, l'Académie de médecine a publié un communiqué dans lequel les académiciens affirment que la vitamine D devrait être donnée aux malades de la Covid pour atténuer la tempête inflammatoire et ses conséquences. Une information de la plus haute importance qu'aucun média ni aucune autorité sanitaire ne va pourtant relayer. Le professeur Hollick décide alors de mener plusieurs études grandeur nature pour évaluer concrètement l'action de la vitamine D sur le coronavirus à différentes étapes de la maladie. Nous avons mené une étude aux États-Unis sur 191 000 patients atteints de Covid-19 et nous avons montré qu'une carence en vitamine D augmente de 54% le risque de contracter cette maladie. Et ce, quelle que soit votre origine ethnique, votre âge ou la région où vous vivez aux États-Unis. Les résultats obtenus par le professeur Hollick sont exceptionnels. Ils sont publiés le 17 septembre 2020 dans le journal médical PLOS ONE. Mais ce n'est pas tout. Non seulement la vitamine D réduirait de moitié les infections, mais en plus elle réduirait drastiquement la gravité de la maladie. Parallèlement, nous avons mené une autre étude pour déterminer si les patients hospitalisés pour des infections sévères présentaient ou non des risques accrus de complications et de décès en cas de carence en vitamine D. Et nous avons découvert qu'au-delà de 40 ans, les personnes ayant une carence en vitamine D présentaient un risque létal à 50% supérieur et qu'elles développaient beaucoup plus de complications liées à la maladie. Le professeur Hollick parle bien d'une baisse de moitié du nombre de morts avec de bons taux de vitamine D, ce qui est un résultat exceptionnel. Cela peut paraître difficile à croire, mais ces chiffres ont été confirmés par plus de 40 études internationales. Si l'on met en regard les personnes ayant pris ou non une supplémentation en vitamine D et ayant été contaminées, et que l'on analyse l'impact de la vitamine D sur la réduction des risques de complications ou de décès et les données scientifiques publiées, eh bien, il en ressort que cette vitamine pourrait diminuer de 40 à 50% les formes sévères de l'infection et le risque létal. Je pense qu'on parle potentiellement de centaines ou de milliers de personnes qui auraient pu éviter l'hospitalisation, effectuer des séjours moins longs à l'hôpital et surtout éviter la complication ultime, à savoir la mort. Nous en concluons donc que c'est un bouclier puissant contre le risque de contracter cette maladie infectieuse grave. Une étude randomisée espagnole confirme la conclusion du professeur Hollick. Des chercheurs ont séparé en deux groupes 76 patients. Les 2 tiers ont reçu des doses importantes d'un analogue de la vitamine D3. Un tiers a reçu un simple placebo. Dans le groupe placebo, la moitié des patients est partie en réanimation. 2% seulement dans le groupe vitamine D. Mieux, tandis que 8% du groupe placebo sont décédés, on ne déplore aucun mort chez les patients du groupe vitamine D. À ce jour, on estime que 40% de la population mondiale est carencée en vitamine D. 80% en France. Parmi les plus touchés, les personnes âgées. Plusieurs études en France et dans le monde prouvent que la vitamine D réduit le risque d'infection et de décès. C'est ce qui a été observé dans un EHPAD frappé par le virus lors de la première vague. La vitamine D a protégé les malades. On a observé en fait que les résidents qui avaient été supplémentés en vitamine D récemment, en fait dans les 30 derniers jours avant l'infection,
eh bien, avaient une survie qui était 90% supérieure aux résidents qui avaient reçu de la supplémentation en vitamine D plus ancienne. Je pense que les maisons de retraite devraient en prendre conscience et administrer systématiquement de la vitamine D à leurs résidents. Nous savons qu'ils sont susceptibles d'être à risque de carence en vitamine D et qu'ils courent un risque très élevé de contracter cette infection et d'en mourir. Aux États-Unis, j'ai recommandé d'administrer immédiatement 50 000 unités de vitamine D. Le message du professeur Hollick n'a toujours pas été entendu. Seule l'Angleterre a finalement décidé à l'automne 2020 de distribuer gratuitement une supplémentation en vitamine D à 2 millions de personnes âgées et vulnérables dans l'espoir de réduire leur risque de développer une forme grave de Covid-19. En France, comme dans d'autres pays, le silence des autorités est assourdissant. Quand on dit que la vitamine D peut aider à combattre cette maladie, cela soulève des interrogations. Les médecins connaissent le lien entre la vitamine D, le rachitisme et la santé osseuse, voire même peut-être l'ostéoporose chez la femme. Mais ils sortent rarement des sentiers battus. Ils ne savent pas qu'il existe une littérature impressionnante démontrant que les récepteurs de vitamine D sont présents dans le système immunitaire et qu'ils ne sont pas là pour rien. Mais le sujet mobilise peu. Il est peu exploité par les fabricants de médicaments, par les professionnels de la santé ou par les responsables de la santé publique qui sont censés s'occuper du bien-être de la population. J'espère donc vraiment que nos études et celles qui sont en train d'être publiées finiront par attirer l'attention. La vitamine D n'est pas le seul remède étrangement oublié face à la Covid-19. Pour se défendre efficacement contre cette maladie, notre corps a également besoin d'oligo-éléments. Parmi les plus importants, on trouve le zinc. Indispensable pour un bon fonctionnement du système immunitaire, le zinc a démontré une action incontestable pour enrayer le processus viral du coronavirus. C'est un oligo-élément qui est fondamental. Il intervient quand même dans 200 réactions chimiques dans le corps, en boostant les hormones, en boostant des enzymes. Donc c'est un truc qui est très important, le zinc. Le zinc est un métal indispensable pour que les cellules se divisent normalement. Donc s'il n'y a pas de zinc, les cellules ne savent pas se diviser, on ne sait pas renouveler les cellules. Donc le zinc est indispensable pour la cicatrisation, il est indispensable pour la régénération de l'intestin. Il est indispensable pour la réponse immunitaire. Le zinc a été considéré comme le nutriment le plus essentiel du système immunitaire et sa carence dans le monde est responsable de plusieurs centaines de milliers de morts. Le zinc, en plus, on a des études qui montrent que ça marche sur le coronavirus. Si vous donnez une certaine quantité de zinc en aigu, vous avez une meilleure défense contre le virus. Mais évidemment, vous n'allez pas attendre d'être infecté pour prendre du zinc. Mais vous avez des dizaines d'études sur l'intérêt du zinc comme stimulant immunitaire pour réduire le risque d'infection virale. Alors non seulement ça réduit le risque d'infection, mais ça réduit surtout la gravité des infections. Pourquoi on n'a pas dit aux Français, prenez du zinc, allez voir votre médecin et voyez avec lui si vous avez besoin de zinc. On peut même doser le zinc dans le sang. C'est dommage qu'on n'ait pas fait ça. Mais ça rapporte rien à personne. Le zinc peut-il donc être envisagé comme un traitement possible contre le coronavirus? Le pharmacien Claude Lagarde a été l'un des premiers en France à en être convaincu. En mars 2020, alors que la France vit la première semaine de son premier confinement, le docteur Claude Lagarde adresse une publication réalisée par son laboratoire à un réseau de plusieurs milliers de médecins pour les sensibiliser sur la pertinence de cet oligo-élément dans le traitement de la Covid-19. Nous avons été les premiers à parler du zinc. Après, tout le monde en a parlé, et tout le monde en parle. Mais moi, j'ai pas inventé le zinc. Il était connu, le zinc. Depuis 50 ans, on sait qu'il est actif sur les maladies virales. Des vieux médecins nous ont appelés en disant « mais de toute façon, tout le monde le sait. Avant, on prescrivait aux enfants des oligo-éléments, du zinc et du cuivre quand il y avait des infections virales. » On a tout de suite vu que les gens qui tombaient, qui étaient malades, étaient des potentiels carencés en zinc. Car ce zinc agit à plusieurs niveaux. Dans cette infection, et dans les infections virales en général, il est capable de bloquer la réplication virale. Ça, c'est très important. C'est publié depuis 50 ans. Aucun n'en a parlé officiellement. Ensuite, il agit dans l'immunité. Il a un intérêt majeur aussi, c'est qu'il va probablement jouer un rôle dans la pénétration du virus dans la cellule. Il peut bloquer à ce niveau déjà la pénétration du virus. Dès que le virus est rentré dans l'organisme, il va créer des petites blessures dans le poumon, il rentre par les voies respiratoires dans le poumon, et il va créer des petites
fissures, des blessures. Et si on a suffisamment de zinc dans nos cellules de proximité, on va cicatriser, on va enrayer le processus en plus, puisque on bloque la réplication virale, et ça se termine. On a démontré que le zinc interfère avec la division du virus. Donc pour moi, le zinc devrait faire partie majeure de la stratégie de prévention et de traitement du Covid. Dans plusieurs schémas thérapeutiques qui intégraient l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, on a remis le zinc qui est en fait l'élément clé. On sait que certaines choses qui avaient été sous-estimées, comme le zinc par exemple, jouent un rôle dans la sévérité. Les gens qui ont une pathologie sévère ont des taux de zinc qui sont beaucoup plus bas que les autres, à côté d'autres données qui avaient été décrites dans la littérature. Je me rappelle de ce médecin new-yorkais qui avait eu 250 patients chez qui il avait donné de l'hydroxychloroquine et du zinc, il n'a eu aucun mort. Intéressant de savoir que l'hydroxychloroquine fait rentrer le zinc dans la cellule. Et une fois que le zinc rentre dans la cellule, qu'on a des taux élevés, le virus ne sait plus se diviser et donc il meurt. À travers le monde, d'autres observations confirment que le zinc pourrait être un élément clé des protocoles à base d'hydroxychloroquine. La grande étude qui a été publiée par les médecins de New York a montré qu'en plus du protocole Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine, ils ont rajouté du zinc. Alors ils ont eu d'excellents résultats. Même constat pour le docteur Cardillo à Los Angeles, qui est intervenu sur la chaîne américaine ABC pour confirmer que le traitement à base d'hydroxychloroquine ne fonctionne de façon optimale qu'avec du zinc. L'analyse du traitement à l'hydroxychloroquine, c'est qu'il ne fonctionne que lorsqu'on l'associe au zinc. L'hydroxychloroquine ouvre la voie au zinc, qui pénètre dans la cellule, puis bloque la réplication du virus. Vous prescrivez donc le zinc et il est efficace pour les malades de la Covid-19 ? Chaque patient à qui je l'ai prescrit était à la base très malade et au bout de 8 à 12 heures, il n'avait plus aucun symptôme. Récemment, une étude, et ça a été rapporté en congrès, a montré que les patients qui avaient un taux de zinc bas, qui avaient été hospitalisés, avaient 2,5 fois plus de risque de mourir que ceux qui avaient un taux de zinc normal. Mais on n'en parle pas, ça. Vous avez entendu parler du zinc? Non. En prévention, l'efficacité du zinc est tout aussi avérée, notamment pour les personnes les plus fragiles. Et cela dans l'indifférence générale des autorités sanitaires qui semblent ignorer les bienfaits de cet oligo-élément fondamental. On sait aussi, par des études épidémiologiques, que dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, les gens âgés sont carencés en zinc à 50%. 1 sur 2 est carencé en zinc. Parce qu'ils mangent peut-être un peu moins bien, qu'ils assimilent moins bien au niveau intestinal. C'est beaucoup. Donc à eux, on pourrait en donner systématiquement. Et on aurait moins de besoins médicaux et médicamenteux pour les traiter, toutes ces personnes âgées qui sont suivies par des médecins régulièrement. C'est très facile de donner du zinc, même presque gratuitement dans les maisons de retraite. On n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi. On préfère vendre des médicaments chimiques très chers. Parce que peut-être les scientifiques d'aujourd'hui sont des jeunes générations et n'ont pas connu il y a 30 ans les publications sur le zinc. Tout est publié, tout existe. C'est incroyable, incroyable que les comités scientifiques ne connaissent pas le zinc. Les grands spécialistes hospitaliers, et donc en particulier les experts qui ont géré cette crise, n'ont absolument pas cette culture. La seule prévention qu'ils connaissent des maladies infectieuses, ce sont les vaccins. Parce que pour eux, c'est la seule piste qui ait prouvé une efficacité. Mais c'est faux. On a des études sur le reste. Mais elles sont pas assez puissantes ou elles concernent pas un médicament bien précis. Donc, ils ne veulent pas le prescrire. Une autre molécule naturelle a obtenu des effets impressionnants pour soigner les patients gravement atteints par le coronavirus. La vitamine C. Les injections de vitamine C ont démontré, études scientifiques à l'appui, une réelle efficacité contre les infections respiratoires et sur les patients victimes de septicémie. Vous allez comprendre pourquoi de plus en plus de médecins sont convaincus que les patients hospitalisés pour le coronavirus devraient recevoir immédiatement des injections de vitamine C. Mon grand-père pharmacien ne connaissait que 2 médicaments, la vitamine C et l'aspirine pour se soigner de toute pathologie virale. La vitamine C se devrait d'être remise à l'honneur. La vitamine C, c'est un élément qu'on connaît depuis peut-être un siècle comme stimulant immunitaire. 1 gramme, 2 grammes de vitamine C, déjà, on sait que ça a une action sur notre immunité. Et la vitamine C, elle a un avantage. Vous ne pouvez jamais faire d'excès. Vous ne pouvez jamais avoir un effet secondaire parce que vous avez pris trop de vitamine C. Parce que c'est une vitamine qu'on appelle hydrosoluble. Donc si vous en prenez trop, elle va repasser dans les urines, c'est pas grave. Vous risquez rien. Mais pendant qu'elle passe dans le corps, elle agit.
Et donc les fortes doses de vitamine C pourraient être efficaces. Chez un patient qui est complètement diminué en antioxydants, la vitamine C va très rapidement éteindre les incendies. C'est un antioxydant puissant. Elle protège tout ce qui est la phase aqueuse du corps, donc l'intérieur des cellules. Donc cette vitamine C est une barrière et un protecteur majeur des cellules contre les attaques des oxydants. Et également, les globules blancs en ont besoin pour ne pas exploser quand ils arrivent sur le champ de bataille. Dans certaines maladies, la vitamine C nécessite d'être apportée à forte dose. Il n'est pas très facile de prendre par la bouche de fortes doses. Et on a depuis longtemps déjà imaginé la possibilité d'injecter la vitamine C, ce qui va booster l'organisme. Face au coronavirus, les injections à haute dose de vitamine C auraient peut-être pu sauver la vie de nombreuses personnes gravement atteintes. Ce traitement bon marché et sans aucun danger n'a pour autant trouvé aucun écho dans les médias. Le docteur Pierre Corry est spécialiste de la médecine de soins intensifs aux États-Unis. Il appartient à un groupe constitué de 5 experts, tous rassemblés autour du professeur Marik, l'un des pionniers de l'utilisation de la vitamine C en injection. Le docteur Corry nous a reçus chez lui à Madison, dans le Wisconsin, pour nous raconter comment il a découvert ce traitement et pour partager avec nous les incroyables résultats des injections de vitamine C sur des patients admis en soins intensifs pour le coronavirus, et cela dans l'indifférence générale des autorités sanitaires. Le travail que j'ai fait avec la vitamine C, ou ce que j'appelle l'acide ascorbique, est basé sur la découverte qu'a faite mon ami et collègue le docteur Paul Marik. Des études déjà publiées avaient montré que des doses élevées d'acide ascorbique en intraveineuse seraient très bénéfiques pour traiter les patients atteints de choc septique. Il a essayé sur 2 patients extrêmement malades qui s'étaient présentés à son hôpital et il a décrit que leur état physiologique s'était amélioré de façon très soudaine et abrupte. Cela l'a donc fortement intéressé et il a mené une étude dans laquelle il a traité la 50aine de patients suivants qu'il a reçus qui souffraient d'infections sévères et il a remarqué à chaque fois que ces patients se rétablissaient du jour au lendemain. Il a donc publié son expérience avec ces 50 patients en la comparant avec les 50 patients qu'il avait traités avant eux, sans utiliser la vitamine C en intraveineuse. Et ce qu'il a montré, c'était une diminution spectaculaire du taux de mortalité. Une grande quantité de patients survivaient avec beaucoup moins de défaillance des organes. Ils n'avaient pas d'insuffisance rénale, ils n'avaient pas besoin de dialyse. Je n'avais jamais entendu parler d'un médicament capable d'améliorer le taux de survie des patients de façon aussi significative. Impressionné par les résultats obtenus par le docteur Marik, Pierre Corry décide d'appliquer son protocole. J'ai essayé cela sur un patient qui venait d'arriver dans mon unité de soins intensifs. Il était extrêmement malade, c'était un patient qui n'avait aucun système immunitaire. Comme il était en train de recevoir une transplantation de la moelle osseuse, il avait terminé toutes ses séances de chimiothérapie, il n'avait plus aucun globule blanc et son état se détériorait rapidement. Ce que j'ai vu avec cet homme, c'est qu'en l'espace de 2 ou 3 heures, son état s'est stabilisé. Et au bout de 6 heures environ, ses reins se sont remis à fonctionner, sa tension artérielle s'est normalisée, son état mental s'est amélioré, il a pu parler plus clairement. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je n'arrêtais pas de penser à lui et à la puissance de ses réactions au traitement. Et quand je suis arrivé au travail le lendemain matin, il était en train de prendre son petit déjeuner en discutant avec sa femme et on s'apprêtait à le sortir des soins intensifs pour le ramener à l'étage où il était normalement. Et depuis ce moment-là, j'ai réalisé beaucoup de travaux dans ce domaine. J'ai mené ma propre étude et je dirais que ce que mon étude ajoute aux publications existantes, ce que j'ai découvert en utilisant cette approche dans mon propre service de soins intensifs, c'est que les effets de la vitamine C en intraveineuse et les réponses qu'elle produit dépendent entièrement du moment où elle est administrée. Il faut l'administrer très rapidement après l'arrivée du choc septique, de préférence aux urgences ou très tôt dans l'unité de soins intensifs. Fort des résultats spectaculaires obtenus avec la vitamine C sur des patients victimes d'un choc septique, les docteurs Paul Marik et Pierre Corry vont appliquer leur protocole sur des malades atteints de la Covid-19. Les résultats obtenus confirment leurs prévisions. Puisque nous savons, et c'est la conviction que je partage avec mes collègues, que la vitamine C fonctionne dans les cas de choc septique ou de septicémie, devrions-nous en déduire qu'elle peut fonctionner aussi dans les cas de Covid ou de difficultés respiratoires liées à la Covid? Eh bien oui, absolument. Au stade où j'en suis aujourd'hui, nous avons déjà un essai randomisé contrôlé et un essai rétrospectif qui montrent tous les deux les effets très bénéfiques de la vitamine C à haute dose dans des cas d'insuffisance respiratoire liée à la Covid. Donc je ne comprends pas la décision de ne pas utiliser ce traitement.
Il est sans danger, peu coûteux, de nombreuses données montrent qu'il fonctionne très bien sur les lésions pulmonaires comme les pneumonies ou le syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc on devrait l'utiliser. L'efficacité des injections de vitamine C est observée aux 4 coins du monde. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, certains médecins snobent ce puissant outil thérapeutique. Selon un article, on a estimé qu'entre 15 et 20% des médecins aux soins intensifs l'utilisaient. Pourquoi n'y en a-t-il pas plus? C'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et à mon avis, il y a peut-être 3 raisons à cela. Premièrement, il s'agit d'une vitamine. Et par rapport aux vitamines, depuis longtemps, dans la médecine allopathique professionnelle, il y a un énorme parti pris contre les vitamines. Donc, en tant que médecin, promouvoir des vitamines est considéré comme non scientifique et inconvenant. Deuxièmement, il y a un malentendu au sujet de la nature du traitement. Il ne s'agit pas juste de donner quelques comprimés de vitamine C aux patients. Et troisièmement, il y a cette obsession de faire des essais randomisés contrôlés pour apporter des preuves définitives. Et ce qui me tue vraiment, c'est que ces essais existent et démontrent que la vitamine C en intraveineuse a eu des effets bénéfiques sur le taux de survie. Et malgré cela, les médecins continuent de ne pas l'utiliser, parce que l'essai est trop modeste, parce qu'il faut en faire un plus grand, etc. Ce parti pris influence énormément la façon d'interpréter des données pourtant scientifiques. Si le zinc, la vitamine C ou encore la vitamine D ont démontré qu'ils étaient de réels traitements pour les malades du coronavirus, ils sont aussi, comme d'autres micronutriments essentiels, d'une incroyable efficacité en prévention pour améliorer nos défenses immunitaires. Car plus notre terrain est solide, moins le virus est dangereux. J'ai toujours aimé la formule de Béchamp, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Il n'y a pas un exemple plus beau que la Covid-19 pour illustrer cette phrase. Parce que vous vous rendez compte quand même que le même virus va, chez certains, donner rien, aucun symptôme. Les gens font l'infection sans strictement aucun symptôme, ils ne le savent pas, et d'autres meurent. C'est le même virus. Donc on ne peut pas dire que la gravité est liée au virus. C'est pas possible, puisque si la gravité était liée au virus, tout le monde aurait une maladie grave. Vous voyez, je veux dire, plus ou moins, bien sûr, mais là, ça va de rien à la mort pour le même virus. Donc c'est bien une histoire de terrain. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et donc, si on stimulait cette immunité de nos patients, est-ce qu'ils n'auraient pas des chances d'être moins malades? Mais à aucun moment, on a dit aux Français, stimulez votre immunité. L'absence de conseils préventifs est d'autant plus délétère que les confinements et la communication anxiogène des autorités ont impacté le moral de la population. Ce qui me rend le plus en colère aujourd'hui dans cette histoire de pandémie, c'est la peur que l'on a introduite chez la plupart de nos concitoyens. Plus que jamais, la pandémie de Covid-19 est active et meurtrière. On a joué avec cette peur, on l'a entretenue et elle est dramatique à beaucoup de niveaux. On le sait tous, le stress fait chuter le système immunitaire. Ceux qui font de l'herpès le savent. Un gros stress, le bouton d'herpès sort. Pourquoi un bouton d'herpès sort? Parce que le système immunitaire a chuté. C'est connu de tout le monde, c'est incontestable. Nos défenses naturelles qui ont besoin d'être remontées parce qu'on est en face d'un virus se trouvent être au contraire amenuisées, affaiblies par, je dirais, la sinistrose, le catastrophisme, la panique qui se retrouve sur toutes les chaînes de télé, dans tous les médias qui ne cherchent qu'à faire du sensationnalisme. On a vu celui que j'appelle le croque-mort officiel de la DGS, le professeur Solomon, qui venait tous les jours égrener ces chiffres quand même. C'était redoutable la manière dont il balançait ça. Quand on nous donne le nombre de morts, pourquoi ne pas dire ces gens qui meurent, ils étaient hospitalisés depuis 1 mois et demi. Ces gens qui meurent, ils ont tel âge, ils ont telle comorbidité, ils sont très obèses, ou ils ont... En entretenant la peur dans la population, je pense qu'on a au contraire aggravé les risques sanitaires plutôt que le contraire. Le stress est une agression psychologique, une peur, ou alors elle est chronique parce qu'on pense tous les jours à ce problème de virus. Et le stress met en branle des mécanismes de réponse aux agressions qui a tendance à nous carencer en certains micronutriments, en certaines molécules de la vie. Vous voyez ? Donc le stress concourt à nous carencer en magnésium, en zinc,
en d'autres substances minérales essentiellement, mais il nous carence parce qu'il hyperconsomme certains nutriments. Donc si on n'a pas apporté l'équivalent tous les jours dans son alimentation, le stress va nous vider petit à petit de certaines réserves. Stress, isolement, manque de soleil, l'immunité de la population déjà fragilisée n'a en plus pas pu bénéficier de la part des autorités sanitaires de conseils avisés sur les gestes préventifs simples qui lui auraient permis d'optimiser ses défenses naturelles. Le professeur Toussaint l'a très clairement dit dans plusieurs de ses interventions. Interdire aux gens de sortir et leur interdire de faire du sport est une aberration scientifique. Parce qu'on réduit leur immunité alors que le sport...